Depuis quand peut-on parler d'architecture taïwanaise ? Cette question peut surprendre, mais tenter d'y répondre peut nous apprendre des choses sur l'histoire de la création architecturale taïwanaise. Bonjour auditeurs et auditrices de La Ville en Pratique, ici Clément Tricot. Aujourd'hui, nous ouvrons l'émission en parlant du dessinateur, professeur d'architecture et chercheur Li Jianlang. Vous connaissez peut-être cet homme pour son travail de recherche ou encore ses magnifiques peintures et dessins d'architecture traditionnelle taïwanaise avec des coupes en perspective isométrique permettant de comprendre la structure interne des bâtiments et d'en acquérir le vocabulaire. Nombre de ces ouvrages sont aujourd'hui des références qui sont entre toutes les mains des passionnés d'architecture, d'histoire ou encore de Taïwan. Le dessinateur est aussi connu pour ses prises de position et sa défense de l'architecture taïwanaise traditionnelle, un terme et un concept peut-être un peu surprenant qui se démarque de la seule notion de patrimoine par une dimension symbolique et identitaire plus marquée et plus affirmée. Alors dans certaines interviews qu'il a données, Li Jianlang souligne plusieurs fois le regret du manque de protection de certains édifices historiques pour lui à Taïwan et il souligne aussi l'intérêt de ces édifices historiques. Il fait partie de ceux qui ont défendu la valeur du travail et des savoir-faire des artisans taïwanais, et aussi leur valeur et leur singularité. Alors si je présente les travaux de cet incontournable chercheur taïwanais, c'est bien pour souligner qu'au début de ses recherches, il éprouvait des difficultés à parler d'architecture taïwanaise, donc là on est dans les années 70-80. Dans une interview qu'il donnait à Shin Media en 2016 par exemple, il soulignait qu'il évitait de parler de Taïwan pour éviter de donner une dimension trop régionaliste ou indépendantiste à ses recherches, situation qu'il trouve quelque peu ridicule aujourd'hui, mais qui nous renvoie à notre question de départ, depuis quand pouvons-nous parler d'architecture taïwanaise ? Je vous l'avais annoncé, l'émission La Ville en Pratique évolue pour s'adapter à mes nouveaux paramètres géographiques. Et bien après plusieurs années à Taïwan, à suivre l'actualité mais aussi à rechercher l'histoire de l'architecture taïwanaise, eh bien il m'apparaît opportun de partager avec vous cette passion et ces recherches. Car en effet, l'architecture taïwanaise, elle est passionnante pour de nombreuses raisons et spécificités. Alors on va passer l'aspect exotique qu'on peut trouver quand on vient d'autres continents. L'architecture taïwanaise a en effet beaucoup à nous apprendre, à la fois sur l'histoire du pays ou encore sur les influences étrangères qui ont eu lieu à Taïwan. Mais nous y trouvons aussi des singularités et particularités qui sont propres dans les méthodes et les techniques de construction, savoir-faire ou on va dire les styles. Nous pourrons classer des édifices sur plusieurs critères, ça on le fera au fur et à mesure de l'émission en fonction des différents thèmes qu'on aimera traiter, tels que la forme des toits, leurs matériaux, leur style et bien d'autres. Mais je pense qu'il est intéressant qu'on commence à parler d'architecture et de l'histoire de l'architecture taïwanaise par une introduction peut-être très générale par époque. Alors si on revient très en arrière dans l'histoire de l'architecture taïwanaise, eh bien on doit, je pense, commencer par évoquer les constructions aborigènes à Taïwan. On trouve sur l'île depuis de nombreux siècles des traces et la présence de peuples autochtones encore aujourd'hui qui ont forcément développé des styles et des techniques architecturales. On trouve encore donc certaines réalisations traditionnelles, même s'il y en a beaucoup moins qu'avant, comme des exemples des aborigènes Puyuma. Ces édifices en bois, quelque peu sur pilotis, se trouvent notamment dans le comté de Taidong. Des maisons Paiwan, en ardoise ou en pierre, peuvent être observées notamment dans le comté de Pingdong. Il y avait même, par exemple, on en avait parlé dans une émission précédente de architecture taïwanaise que je présentais avant sur RTI. Il y avait la rénovation d'une maison traditionnelle en pierre et en ardoise qui était située à Sandimen, dans le comté de Pingdong, qui avait reçu une nomination à des prix de design parisiens. Comme quoi, c'est quand même aujourd'hui encore reconnu cette valeur culturelle et architecturale. Nous avions aussi abordé plusieurs et certaines de ces constructions dans l'émission Architecture taïwanaise, comme je le disais. Et dans un autre genre, on trouve aussi, et ça on avait parlé, des exemples d'architecture Hakka, comme, vous savez, c'est tout le haut, les maisons rondes qui ressemblent quelque peu à un donut si on les regarde du dessus, et d'autres édifices donc traditionnels d'une architecture propre au Hakka. Et ça, on aura le temps aussi certainement de revenir sur les spécificités dans les émissions suivantes. Alors, il y a aussi des choses qui sont à voir aussi quand on est à Taïwan. Là, ça touche au patrimoine, mais donc aussi à l'architecture. Il y a des bâtiments militaires ou des bâtiments qui ont été laissés par les Espagnols et les Hollandais. Alors, quand on ne connaît pas l'histoire de Taïwan, ça peut surprendre. Effectivement, l'architecture taïwanaise, ou au moins le patrimoine architectural taïwanais, dispose de ces influences et ces vestiges-là. Si on va par exemple à Danshui dans le nouveau Taipei, eh bien on peut visiter un fort du XVIIe siècle construit par les puissances historiques et ayant combattu sur l'île ou dans les environs de l'île de Formose.
À Tainan, on peut visiter le fort Zelandia, qu'on visite généralement quand on s'intéresse à l'architecture taïwanaise et aux monuments historiques. La France non plus n'est pas complètement absente du territoire taïwanais en termes d'architecture. On peut, même si c'est ça sur une histoire un peu plus compliquée, quelques siècles auparavant, vous savez, il y a eu la guerre sino-française qui a conduit les troupes de l'amiral Courbet à se rendre à Taïwan pour une campagne peu concluante de quelques mois. Et s'il ne reste aujourd'hui que peu de traces de cette période, il existe encore un cimetière français qui est devenu un incontournable des visites parlementaires françaises, ainsi qu'un lieu symbolique pour certains échanges franco-taïwanais. Alors, le design a été. Le cimetière a été rénové récemment, géré par la ville de Geelong, parce que c'est là qu'il s'y trouve. Mais il y a quand même une histoire proche de la France et donc des influences culturelles dans ce lieu. Si on parle d'architecture et d'influence occidentale à Taïwan, il y a beaucoup d'autres exemples, comme par exemple l'ancien consul britannique qu'on peut trouver à Geelong. Il y a des types d'églises comme l'église de l'Immaculée Conception à Pingdong, et des forts aussi qu'on peut trouver. Et il y a aussi des formes d'influence occidentale qui ont eu lieu dans l'architecture un peu plus contemporaine, avec des représentations en façade, on va dire peut-être de colonnes, de motifs qui sont inspirés de l'Occident, etc. Mais ça, c'est pour d'autres raisons, pas uniquement historiques. Alors si on parle d'architecture aussi taïwanaise, on peut voir aussi dans l'histoire des relations avec l'architecture Ming et Qing, et donc qui vient de la dynastie chinoise des Qing au cours des siècles précédents. Il y a certainement encore, donc plus à dire sur l'influence historique, je l'avais dit, des autres voisins asiatiques de Taïwan, mais on ne peut pas parler de Taïwan sans parler de l'architecture et notamment des temples de style Minnan qui sont visibles à travers le pays, ainsi que les vestiges d'anciennes portes de fortification qu'on trouve encore dans certaines villes. Alors nombre d'entre elles trônent aujourd'hui encore au milieu des ronds-points routiers, une situation qui s'explique entre autres avec la modernisation du pays et le démantèlement des murs pour servir de matériaux de construction ou encore pour ouvrir des voies de circulation. Mais ces édifices sont reconnaissables immédiatement à leur toit unique qui font tout de suite, qui renvoient à l'Asie quand on vient d'Europe. Et donc c'est des toits à plusieurs pans avec des pignons apparents et certaines spécificités, on va dire iconographiques et aussi culturelles, cultuelles, etc. Et on voit aussi certains poteaux rouges et l'utilisation de couleurs comme de la tuile dorée ou tuile bleue en fonction des différentes significations de ces bâtiments. On peut aussi voir l'utilisation de la brique ou encore du bois. Alors il existe des spécificités parfois très claires et parfois très subtiles entre les styles architecturaux Minnan, Fuzhou, Hakka ou autres. Mais le style de ces bâtiments n'est plus autant la norme qu'à l'époque aujourd'hui, remplacé par des constructions plus hautes et denses en béton, avec notamment des toits plats. Mais ces influences culturelles-là imprègnent encore fortement certaines traditions à Taïwan, et dans l'architecture aussi. Il y a des artisans qui sont aussi reconnus pour leur travail dans ces styles architecturaux-là. Et ces bâtiments, plus ou moins jeunes, ont été construits en reprenant... il y a des bâtiments contemporains qui reprennent encore un peu ces styles et ces influences-là, précisément. Et donc ça rappelle visuellement directement que les villes taïwanaises sont avant tout en Asie. Alors, autre influence asiatique qu'on peut retrouver dans l'architecture taïwanaise, eh bien forcément celle du Japon, et notamment de la période d'architecture coloniale japonaise. Alors on retrouve une architecture coloniale, une architecture quelque peu proche des traditions architecturales japonaises, mais aussi des bâtiments industriels et ferroviaires construits par les Japonais. Alors, symbole peut-être de cet héritage japonais, on peut parler du palais présidentiel de Taïwan, siège du gouvernement taïwanais, et lieu privilégié des grands événements et des discours politiques, comme celui de la fête nationale. Eh bien, ce bâtiment, il a été construit par les Japonais. Chose encore plus surprenante, cet édifice réalisé au siècle dernier s'inspire de styles et techniques occidentales, notamment de l'architecture coloniale anglaise, et à l'époque, le gouvernement de l'Empire japonais, en plein air Meiji, eh bien, portait une volonté de modernisation de plusieurs secteurs, dont la construction et l'architecture, et avait importé aussi des techniques très modernes pour l'époque, comme le béton renforcé, etc., et aussi des styles d'architecture qui allaient permettre de s'adapter quelque peu au climat tropical de Taïwan. Donc l'Europe et ses techniques modernes, à l'époque, étaient donc une source d'influence et d'inspiration certaine, et donc des architectes japonais s'étaient rendus en Angleterre pour apprendre de nouvelles techniques, et donc on fait des expériences de construction à Taïwan. Et il y a encore aujourd'hui de nombreux édifices, qu'ils soient privés ou publics, qui ont été construits par les Japonais. Alors le Japon, je vous l'avais dit, a tout de même aussi construit des bâtiments dans des styles nippons plus traditionnels,
notamment des bâtiments militaires, des logements ou encore des temples. Difficile pourtant de dire qu'il s'agit de bâtiments japonais uniquement, puisque nombre d'entre eux ont été construits aussi par des artisans taïwanais ou adaptés aux contraintes climatiques ou aux ressources locales. Il y a aussi des techniques de construction qui ont été un peu différentes à Taïwan par rapport à celles qui sont utilisées au Japon. Donc on pourrait débattre si ce sont des architectures japonaises ou taïwanaises. En tout cas, elles sont bien sur l'île de Formose, elles sont bien à Taïwan. Et donc on peut considérer qu'elles sont des architectures quand même taïwanaises. Autre grande période historique qui a marqué l'architecture forcément à Taïwan, l'arrivée de Chiang Kai-shek après la Seconde Guerre mondiale. Le départ du Japon et la prise du pouvoir donc par Chiang Kai-shek a importé et a eu un impact majeur sur l'architecture à Taïwan. Alors premièrement, le rapport à l'architecture et au patrimoine n'a pas toujours été simple, encore aujourd'hui, mais à cette période aussi. Une des questions qu'on pouvait se poser, c'était que faire de ces édifices japonais laissés par les anciens colons, donc symbole de ce colonisateur. Que construire quand on a l'ambition, comme le gouvernement de la République de Chine, de rester peu de temps et de repartir? Ou que faire aussi quand on dispose d'assez peu de compétences techniques? Effectivement, les ingénieurs japonais sont aussi repartis, et les militaires de la République de Chine, donc arrivés avec Chiang Kai-shek, n'avaient peut-être pas toujours les compétences pour construire des bâtiments et les savoir-faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et donc aussi, il y avait une problématique de temps. Comment construire vite, à la fois pour répondre à une demande de logement majeure, liée à l'arrivée de centaines de milliers de militaires, et pour répondre aux besoins d'industrialisation du pays. L'architecture, donc durant le régime de Chiang Kai-shek, est marquée par des édifices de mauvaise qualité, parfois, de la poursuite de certains grands chantiers et d'infrastructures industrielles, souvent engagés par les Japonais, ou encore par la construction de villages de garnisons, construits parfois par de briques et de brocs, ou justement des logements construits avec les moyens du bord, avec les matériaux qu'on pouvait trouver, et tout ça dans une logique encourageait quelque peu de laisser faire et un encouragement du gouvernement pour laisser les gens se loger avec ce qu'ils pouvaient. On en avait parlé dans plusieurs émissions sur l'histoire du logement dans la ville en pratique, et je vous renvoie vers ces émissions si ça vous intéresse. Alors à l'époque, je parlais très très vite, donc excusez-moi. Donc il faudra peut-être vous munir d'un crayon et prendre beaucoup de notes sur cette histoire du logement. Mais alors ce serait un peu caricatural de résumer cette période, on va dire des années 50 aux années 90, à une période où l'architecture n'a pas pu recevoir des influences des grands mouvements architecturaux internationaux, ce serait faux. Mais Taïwan a aussi connu ses mouvements modernes, par exemple dans l'architecture. Le pays a ses légendes de l'architecture moderniste, par exemple. On peut parler de l'incontournable Wang Darong, cité encore et encore pour certains de ses projets de logement, par exemple, ou la réalisation de grands édifices incontournables aujourd'hui à Taïwan. On peut aussi citer, en tout cas moi je l'aime beaucoup, cet architecte qui s'appelle Chou Tze-lan, certainement la femme architecte l'une des plus connues de cette époque, et à qui l'on doit un projet de cité-jardin, par exemple, ou encore l'ancien parlement de la République de Chine, un bâtiment qui se trouve dans le Yangmingshan, et c'est le bâtiment Zhongshan, au style clairement inspiré de palais chinois, aujourd'hui dans un état assez vétuste, même s'il se visite. Mais vous l'avez forcément vu, ce bâtiment, puisqu'il trône encore sur les billets de $100 taïwanais. Eh bien, ce mouvement moderniste et certaines formes de brutalisme architectural, eh bien, on en trouve à Taïwan. Et elles ont des touches très taïwanaises. L'un de mes bâtiments préférés pour illustrer l'histoire de l'architecture taïwanaise reste le mémorial de Sun Yat-sen à Taipei, signé par le moderniste Wang Darong. Il adopte une forme étonnante et presque anachronique, renvoyant au style des palais chinois, surprenant de la main d'un architecte comme Wang Darong, figure du mouvement moderniste à Taïwan, encore plus pour rendre hommage au fondateur de la République de Chine, opposé et donc qui rompait dans ses volontés avec les anciennes dynasties chinoises et donc aussi dans l'architecture. On aurait pu se demander si Sun Yat-sen aurait apprécié un mémorial qui rappelle les palais des dynasties chinoises. Mais pourtant, c'est moins étonnant quand on connaît l'histoire de Taïwan, parce qu'à l'époque, effectivement, le Chiang Kai-shek qui était au pouvoir, était dans une tentative d'affirmation à l'international de l'identité chinoise, de représenter la Chine à l'ONU, etc. Et le leader de l'époque avait cette volonté-là, et donc a poussé l'architecte moderniste à utiliser ce style architectural-là. Donc à cela, on peut aussi ajouter certaines passions du béton par la suite à Taïwan, et aussi des structures. Si vous aimez l'architecture et que vous débarquez à Taïwan et que vous regardez un peu les bâtiments qui ont été construits au cours des 20, 30, 40 dernières années,
vous allez être marqué par les structures apparentes, l'emploi du béton, etc. Ça peut marquer, mais quand on visite beaucoup de ces bâtiments, on commence à comprendre un peu l'intérêt dans un pays tropical, un pays marqué par les séismes, etc. Et cette volonté un peu d'affirmation des architectes, même si ce ne sont pas les bâtiments que je préfère personnellement. Enfin, on va terminer là-dessus. Il y a aussi, vous l'avez certainement vu sur Radio Taïwan International, mais dans certaines revues spécialisées, beaucoup de nouvelles architectures contemporaines qui sont sorties au cours des 20-30 dernières années, et qui sont des grands équipements publics, mais aussi certains édifices privés. Alors, la Taipei 101, ça, je pense que vous la connaissez, la plus haute tour de Taïwan, qui a longtemps été l'une des plus hautes tours du monde. Le Centre des Arts Wei Wing à Kaohsiung, le Centre des Arts Vivants de Taipei, qui a été ouvert récemment, signé par M. Colas. Le Centre de la musique pop de Taipei, celui de Kaohsiung, qui est en forme, qui doit rappeler des motifs marins. Alors ça, c'est aussi ça qu'on fait dans l'architecture contemporaine et pour la justifier. On a le superbe Opéra National de Taichung. On a des musées artistiques ici et là, pas toujours remplis, mais en tout cas qui ont des architectures un peu événements. En tout cas, il nous faudrait du temps pour faire la liste et la présentation de ces grands édifices publics, et donc, comme je le disais, aussi parfois privés, signés donc, au cours de ces 20-30 dernières années, avec des architectures contemporaines. Alors, ils sont signés souvent par des architectes internationaux, mais aussi des grands architectes taïwanais. Alors, on peut citer Rem Koolhaas, Toyo Ito, Tadao Ando, l'agence Mécano, CY Lee, MVRDV et d'autres. En tout cas, voilà, il y a des architectes stars qui ont signé beaucoup de bâtiments à Taïwan au cours des dernières années. Voici donc, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Mais certains, ça c'est intéressant de le prendre en compte quand même, parce que certains des édifices qui sortent aujourd'hui, comme par exemple le Taipei Performing Arts Center signé par l'agence OMA, donc représenté par Rem Koolhaas, eh bien ils ont nécessité plus de 10 ans de construction et ont vu se succéder plusieurs municipalités avant d'ouvrir. Donc effectivement, ils ont été lancés parfois, comme à Taipei, par une mairie, donc là qui était du Kuomintang, puis il y a eu Ko-Wen-je qui avait pris la mairie pendant 8 ans, et le bâtiment est sorti sous Ko-Wen-je alors qu'il avait été pensé et démarré à une époque par le KMT. Donc quand on prend en compte ces nouveaux bâtiments, j'ai lu certains articles parfois qui parlaient de nouvelles armes culturelles pour parler de ce genre d'édifice, pour dire que Taïwan voulait se démarquer, etc. Bon, à l'époque, pas sûr qu'on parle de ce genre d'armes culturelles. On était là pour avoir des grands édifices, un peu comme d'autres pays, comme ça se faisait avec la modernisation. Et on voulait aussi ces architectures événements, parce que ça se faisait notamment beaucoup en Asie. Et ces phénomènes-là sont arrivés un peu après à Taïwan. Et donc enfin, là, je voudrais vraiment terminer là-dessus. L'architecture à Taïwan, comme ailleurs, elle joue un rôle social, environnemental et peut-être culturel ou identitaire. Eh bien, ces rapports à la société, de la société à l'architecture, prennent peut-être une nouvelle dimension actuellement sous l'influence d'associations, de citoyens, de professionnels de la ville taïwanais, mais aussi d'influence internationale. On peut citer l'agence taïwanaise Field Office et son rapport au temps court et à la proximité de ses sites de chantier, qui est une figure majeure à Taïwan. Ça lui vaut une réputation internationale. On a une agence comme Bioarchitecture Formosa qui a signé plusieurs bâtiments publics ou privés ambitieux sur des questions environnementales, parfois en ayant recours à la technologie ou à des matériaux écologiques, comme la bibliothèque de Beito à Taipei, premier bâtiment du pays à recevoir une certification de bâtiment vert. La rénovation de lieux historiques aussi, comme le superbe musée des arts de Chiayi, faisant une belle place à l'éco-construction avec l'utilisation notamment du bois, ou le réinvestissement de vestiges industriels comme par exemple les anciennes usines de Huashan à Taipei. Eh bien, tout ça prouve qu'il y a un nouveau rapport à l'architecture en marche à Taïwan. Il y a plusieurs architectes qui mettent aussi en avant l'importance du rapport à la nature et au respect du paysage pour contribuer à des villes plus écologiques. On peut citer par exemple le paysagiste Liu Bohong de Classic Design qui réalise des projets de parcs superbes. Donc voilà, vous l'avez compris, dans La Ville en pratique, nous parlerons prochainement plus en détail de ces aspects historiques et culturels propres à l'architecture taïwanaise, mais on gardera quand même un œil régulier sur l'actualité contemporaine de ce domaine dans le pays. Qui sait, nous pourrons peut-être répondre un jour à la question « Depuis quand pouvons-nous parler d'architecture taïwanaise ?» Une chose est sûre, eh bien aujourd'hui on le fait, et dans les prochaines émissions, j'espère que nous le ferons encore mieux. C'était Clément Tricot, vous écoutiez La Ville en pratique, restez sur les ondes de Radio Taïwan International. Moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, portez-vous bien.